on va revenir à la vision un peu terrain de ces visites d'évaluation. Donc on a pu avoir un petit retour de comment ça s'était passé, comment on s'était préparé. Et nous avons la chance d'avoir plusieurs personnes de 2 organismes différents, de 2 personnes et puis 3 personnes, pour nous parler de comment s'est passée la visite. Alors je dis la visite, mais il y en a parfois eu plusieurs à leur actif. Donc nous avons côté ADAPI Gironde, Camille Lalaurie, ici avec les lunettes, qui est responsable qualité et qui a donc géré la préparation et la visite de plusieurs établissements. Dorine Benesch qui est à ses côtés et qui est chargée de mission aussi sur la qualité. Et Monsieur Populus qui est directeur des AT, plus précisément à Saint-Denis de Pile. Donc je précise que vous avez vécu une des visites au sein de l'association. Et puis on aura dans un deuxième temps... Alors, ils ont fait le choix de faire une présentation à, du coup, 5 voix pour 2 organismes différents, mais ils se retrouvent sur un certain nombre de points. Donc, côté APAGE, nous avons Madame L'Espagne, voilà, qui a participé à une visite, et Madame Sariquet, qui est directrice projet et qualité au sein de l'APAGE également, Gironde. Voilà. Donc, alors, on va peut-être avoir besoin de plusieurs micros. Ça sera, voilà le mien. Et puis, si vous voulez rester, on va le poser au cas où. Ah oui, ok. Alors, nous, à l'ADAPI 33, cette démarche a été mise en place depuis janvier 2023. Puisque nous, notre premier établissement est passé en juillet 2023. Depuis, on a 13 établissements et services qui ont été évalués. On a des établissements du pôle hébergement et soins, 2 FO, 2 femmes, on a le SAVS et on a 2 ESAT de notre pôle travail et insertion par l'emploi. Pour la suite, on a des visites qui s'étalent sur les 5 prochaines années, avec 11 prévues en 2024, pareil en 2025, 6 en 2026 et 3 en 2027. Les choix qu'on a fait à l'ADAPI, c'est de faire une auto-évaluation complète. Donc, le service qualité accompagne les directions sur les établissements pour passer l'entièreté du référentiel. On se sert de cette auto-évaluation pour poser les éléments de preuve qui existent dans l'établissement, pour voir les actions d'amélioration qu'on va pouvoir mettre en place. Et une fois qu'on a posé ça, ça nous permet de coter nos critères. Et cette cotation nous permet de prioriser notre plan d'action en sachant qu'on priorise de toute façon, de façon automatique sur les critères impératifs, surtout pour nos établissements qui sont passés dès juillet 2023. On a également mis en place des points mensuels en visio avec les directions des établissements, ce qui nous permet, nous, service qualité, d'accompagner l'avancée du plan d'action, voir si nos échéances sont tenables, voir si nos actions sont réalisées, est-ce qu'on peut recoter notre auto-évaluation. L'objectif, c'est d'avoir une auto-évaluation qui puisse avancer en même temps que la mise en place des actions sur le terrain. On a également, avant les visites, préparé des outils de communication avec 2 flyers, un pour informer les professionnels sur la date de l'évaluation dans leur établissement, et aussi un petit flyer qui leur permet d'avoir des réponses aux questions qui peuvent se poser sur l'évaluation et notamment sur les conseils pour arriver le plus serein possible à cette évaluation. Et enfin, on a fait un choix à l'ADAPI de prendre 2 organismes évaluateurs. La première raison, c'est qu'on a un nombre important d'établissements, que les échéances finalement sont les mêmes pour tous avec ce système de rapport contradictoire d'1 mois pour répondre. On est obligé d'avancer un maximum nos évaluations pour avoir le temps de mettre tout le processus en œuvre. Et on a fait ce choix-là aussi pour voir s'il y avait des différences dans les méthodes de travail. Donc là, vous pouvez voir sur le diaporama l'organisation qu'on a prévue sur le long terme, donc pour tous les établissements qui vont passer, sauf pour ceux qui sont passés en 2023 et ceux qui passeront début 2024, parce que les échéances ne le permettaient pas. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire une auto-évaluation 1 an et demi avant la visite d'évaluation. De cette auto-évaluation, un plan d'action d'amélioration est formalisé. Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir appliquer sur 3 critères du référentiel, les critères qui seront choisis par la direction, les 3 méthodes d'évaluation.
Ensuite, donc, une fois que la visite d'évaluation a lieu, donc le rapport final est envoyé par l'organisme à la direction, et la direction se doit de l'envoyer aux autorités de tarification avec le plan d'action concernant les critères impératifs qui sont cotés en dessous de 4, si toutefois il y en a eu pour l'établissement. Au niveau du suivi des actions d'amélioration, il y a 2 choses qui sont prévues. La première, c'est un suivi formel sur le rapport annuel d'activité, donc à minima pour les critères impératifs cotés en dessous des 4. Et l'objectif pour nous, service qualité, c'est aussi de faire un point tous les 6 mois avec les directions des établissements pour suivre l'avancement de l'ensemble du plan d'action et pouvoir recoter, comme le disait Camille tout à l'heure, l'auto-évaluation. On envisage de refaire cette auto-évaluation donc 3 ans et demi après la visite d'évaluation, sachant que si finalement ces points tous les 6 mois ont bien lieu, finalement l'établissement saura déjà où il en est et l'auto-évaluation sera beaucoup plus rapide. Et l'idée ensuite c'est de repartir sur 3 critères avec les 3 méthodes, et de repasser sur la prochaine évaluation. Les critères ne sont pas forcément des critères impératifs. C'est des critères sur lesquels vous travaillez. D'accord. Ok, c'est au choix. Ouais, d'accord. Merci. Donc, en ce qui concerne la page Gironde, la démarche a été mise en place de façon relativement similaire. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, le service qui a été évalué, donc le SAD de la clé des âges, qui a été évalué en avril 2023. Et en termes de planification, on a donc la quasi-totalité de nos structures qui doit être auditée en 2024, donc un programme un petit peu chargé, 3 en 2025 et 1 en 2027. Donc en termes de méthodologie, on a été très présent au niveau de la direction projet qualité avec le SAD de la clé des âges pour préparer et réaliser l'audit en avril. Mais c'est vrai que vu la volumétrie, voilà, sur 2024, nous ne pourrons pas être aussi présents sur l'ensemble des audits. Donc nous avons structuré et déployé une méthodologie associative avec la rédaction d'un guide méthodologique interne avec voilà, un retour d'expérience, des bonnes pratiques, des outils, un kit qui est à disposition de l'ensemble des directeurs. Donc nous avons construit un fichier d'auto-évaluation voilà, qui est un petit peu plus facile à manipuler que Sinae et qui permet surtout ensuite de travailler et faire le lien avec le plan d'action, des supports de présentation pour les équipes, des supports de communication, un rétro-planning type, etc. Nous avons donc sensibilisé l'ensemble des directeurs avec des demi-journées dédiées, des points réguliers dans le cadre de réunions de direction afin que la démarche voilà, puisse être impulsée dans l'ensemble des structures. En termes de méthodologie, donc, nous souhaitons également qu'une auto-évaluation soit réalisée systématiquement en amont de la démarche avec l'établissement d'un plan d'action, ce qui nous permet également de suivre l'ensemble des démarches. Donc, au niveau de la direction projet qualité, nous accompagnons néanmoins l'ensemble, bien sûr, des structures, donc avec des points d'échéance fléchés, des points d'étape un petit peu prédéfinis, systématiques, donc la réunion de présentation de la démarche à l'ensemble des équipes, des points d'étape dans le rétro-planning type, le suivi du plan d'action, le suivi de la mise à jour documentaire, le soutien organisationnel et, dans la mesure du possible, une présence à la visite. Voilà, nous affinons également en fonction de, on va dire, la réalité de chaque structure et l'organisation de chaque structure. Au niveau des organismes évaluateurs, donc nous avons également fait le choix d'un pilotage associatif. À ce jour, nous avons travaillé avec, nous travaillons et avons travaillé avec 2 organismes différents. Donc un organisme qui a audité effectivement la clé des âges. Ensuite, nous avons réalisé un autre appel d'offres et nous avons sélectionné un 2e organisme avec une capacité organisationnelle un peu plus importante sur un second lot. Et là, nous sommes en train d'organiser la suite. Donc, nous souhaitions réaliser une partie de nos évaluations HS avec Andéo, car nous avons un certain nombre de structures engagées dans des démarches de certification. Mais voilà, Andéo nous a indiqué qu'ils ne le feraient plus. Voilà, ils ont des difficultés à s'ajuster à la demande. Donc, du coup, nous sommes en train de regarder pour voilà, soit étendre le marché de notre 2e organisme évaluateur, soit en sélectionner un 3e pour le 2e semestre 2024. Et donc dans le temps, bien sûr, ensuite, à l'issue des audits, les plans d'action sont suivis par les copiles qualité locaux qui sont animés localement par les directeurs de structure, auxquels les membres de la direction projet qualité participent ponctuellement, et puis également, du coup, suivis d'un point de vue associatif, notamment grâce au logiciel qualité Blue Kango que nous sommes en train de déployer.
Alors là, on vous propose une petite checklist des choses qui nous a semblé importantes pendant la visite d'évaluation et que les deux directions puissent s'exprimer sur leur vécu pour l'organisation de cette visite. Donc en premier lieu, on a pensé au planning parce que le planning, c'est quand même très important, ça a déjà été dit, mais ce planning est réfléchi en amont, a priori en amont de la visite. Ben ça y est, vous pouvez plus reculer, les auditeurs sont devant la porte, ça y est, c'est lancé. On est vraiment dans le concret à partir de ce moment-là, sachant que, pour faire le lien avec mes collègues qui ont abordé toute la démarche, il y a quasiment le 3/4 de fait déjà. Vous l'avez compris, avec l'auto-éval, toute la démarche au préalable est faite. Donc là, on rentre vraiment dans la démarche d'évaluation. Au niveau de l'ESAD, du coup, que je dirige, on est un établissement de 100 personnes et le planning s'est déroulé sur 2 jours. Ça a été dit ce matin, 2 jours assez intenses. Où il faut vraiment être disponible et mobiliser du coup les équipes pour faciliter la gestion de cette évaluation. Il faut savoir qu'avant de décrire un petit peu le process, avant le planning, avant de vous parler un petit peu du planning, j'ai pu faire un point avec la coordonnatrice du coup qui a organisé du coup l'évaluation sur l'établissement 15 jours avant. Ce point téléphonique qui m'a été proposé a permis justement d'aborder toutes les questions logistiques, des petits questionnements qu'on a pu avoir aussi en copie qualité, qu'on a pu acter et faciliter du coup l'organisation qui en découlait. Au niveau du planning, je disais tout à l'heure, donc 2 jours, grosso modo c'est de 8h, 8h30 jusqu'à 18h le soir en termes horaires. Et il faut se dire qu'il y aura forcément des mouvements, des changements. On a changé 3 fois le planning avant qu'on démarre l'évaluation. Pour vous donner un exemple. Il a fallu ajuster des temps de réunion. Donc vous connaissez, on est dans le médico-social, on s'ajuste, on s'adapte. Mais là, ça a été le cas jusqu'au dernier moment. Une fois le planning établi, il n'a pas bougé. Excusez-moi, quand vous dites vous êtes en lien avec la coordinatrice, c'est la coordinatrice côté organisme d'évaluation. On n'est plus en interne. Enfin, je pense que vous l'aviez compris, mais c'est juste voilà. Les ajustements sont en binôme. Voilà. Et vous êtes, enfin, je le rappelle quand même, vous contractualisez, donc quelque part vous êtes client quand même de cette organisme d'évaluation, donc vous avez pu émettre un certain nombre de conditions, on va dire ça comme ça, de critères de choix, mais le moment venu, quand la date s'approche, rien ne vous empêche de passer un coup de fil et voilà. Tout à fait. Donc le lien a été fait avec cette coordonnatrice-là, qui a pu ajuster aussi en fonction de leur vécu, parce qu'ils avaient déjà fait des évaluations. Il y a eu des petits ajustements, il y avait une base qui nous avait été proposée. D'entrée de jeu, elle m'a dit la base sera pas bonne, on va l'adapter, parce que nous on fonctionne de telle et telle façon. Donc ça déstabilise aussi au premier abord, sauf que du coup on y voit tout le sens après. Je vais vous prendre un exemple concret. Pour les personnes accompagnateurs traceurs, elles ont été reçues, admettons, à 10h. Les référents professionnels sont reçus juste après. L'idée, c'est de faire le parallèle, du coup, entre les 2 entretiens et ne pas recevoir une personne le jeudi et, du coup, faire le parallèle le lendemain à 14h. Donc voilà, c'est des petits ajustements comme ça, mais chaque évaluateur, du coup, a sa façon de travailler aussi et il faut quand même s'adapter, du coup, à ce positionnement-là. Au niveau de la liste des documents, alors il y en a avant. Ah pardon, allez-y. C'est bon, ça se rejoint ? Ouais. Moi je suis parti sinon. Peut-être juste une toute petite précision, donc effectivement tout est relativement similaire. Nous, à la différence qu'on avait à organiser des visites à domicile pour le SAD, donc c'est vrai que le calage du planning a été d'autant plus, je pense qu'il y a vraiment un certain nombre d'allers-retours, le temps qu'on cale vraiment, le nombre de personnes que les évaluateurs souhaitaient voir. Du coup, il fallait que ça colle en termes de distance, de trajet, de domicile, que les personnes soient d'accord, qu'elles soient disponibles, que ça colle tout de même avec la prestation qui était due, qu'on ne mobilise pas les auxiliaires de vie pour d'autres prestations qui étaient derrière, etc. Donc c'est vrai que ce point planning là, ça a été vraiment un aller-retour assez conséquent. Et pour nos autres établissements, où il y a eu moins d'échanges en amont de la visite, les changements se sont faits pendant la visite. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué, alors pour les personnes qu'on accompagne, mais aussi pour les professionnels, quand on fait venir des personnes extérieures, comme le CVS, c'est vraiment compliqué. Donc je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à échanger bien en amont et bien caler tout en amont. Ensuite, effectivement, la liste des documents. Au niveau de la liste des documents, donc je vous disais avant, pendant et après. En tout cas, pour le vécu de notre... Alors, on vous lance, c'est bien, mais je voulais juste, quand vous mentionnez le domicile, je sais que j'ai eu d'autres visites où on m'a témoigné du fait que les évaluateurs pouvaient souhaiter, donc effectivement, aller à domicile. La question qui se posait, c'est est-ce qu'un professionnel accompagnait ou pas ?
Oui, en l'occurrence, donc ce sont les responsables de secteur qui ont accompagné les auxiliaires de vie chez les bénéficiaires pour les entretiens individuels. Oui, pardon. Ouais. Ils ont accompagné les auxiliaires de vie et les évaluateurs sur les domiciles. Ils étaient encadrés. D'autres choix ont pu être faits par d'autres organismes où, pour le coup, l'évaluateur souhaite être seul, en duo, et pas être accompagné. Enfin voilà, c'est pour vous dire que ça se discute et ça se fait dans la souplesse aussi. En fait, là, effectivement, les temps d'échange, les évaluateurs étaient seuls avec la personne, puis seuls avec le professionnel accompagnant. Mais effectivement, en termes de déplacement, etc., on a souhaité voilà, que ce soit fluidifié au mieux. Donc, c'est sur les trajets que les responsables de secteur ont fait les accompagnements. Et ensuite, effectivement, les temps d'échange, par contre, les responsables de secteur n'étaient pas dans le domicile. C'était vraiment, les évaluateurs souhaitaient échanger voilà, de façon privée, effectivement, avec les personnes et les auxiliaires de vie dédiés. Pour ce qui est des documents, il est demandé en amont de la visite 10 jours avant. Nous, on a eu le cas, je ne sais pas pour nos collègues de la page, d'envoyer une liste de documents bien faite, hein, une checklist classique de documents plutôt institutionnels qu'on connaît tous. Ça va du PE jusqu'au CEPOM, jusqu'au compte rendu qualité. Bon, c'est des choses assez basiques que vous avez, on va dire, clé en main d'ores et déjà. Et c'est ces documents qui servent quand même de base à leur évaluation. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que quand on envoie des documents, attendez-vous finalement à être interrogé dessus et à être questionné, puisque c'est vraiment la base de leur réflexion avant de vous rencontrer. J'ai rajouté pendant, parce que pendant, on a quand même eu des surprises, comme quoi ils nous ont demandé des documents nouveaux, où on n'était pas forcément prêt à les donner, mais en tout cas on les a bien sûr donnés avec un grand sourire, vous imaginez, mais ça a pu être très diversifié. Alors nous, on est le cas sur les ESAT, donc on nous a quand même demandé le plan de formation des personnes en situation de handicap. Je sais pas, ça fait pas partie de la checklist, bien sûr c'est des documents qu'on a, mais qu'il faut exporter de façon laborieuse. Donc c'est quand même des choses qui nous ont demandé un travail supplémentaire sur le jour J. Malgré tout, la pertinence est liée, hein, puisque ça a pleinement son sens dans nos objectifs et dans nos missions du coup actuelles. On a pu aussi nous demander certains copiles qu'on n'avait pas forcément joints 3 ans en arrière. Ils nous ont demandé à N-3 du coup de transmettre les copiles. Donc si vous dites typiquement on a fait des copiles depuis 2019, si vous donnez pas derrière les preuves, vous n'avez pas le temps de créer les documents. Voilà, c'est pour rigoler un petit peu, mais voilà, l'idée c'est que soyez vigilants aussi à ce que vous avancez aux évaluateurs. Et ensuite, après, j'ai également eu un échange avec la coordonnatrice du coup de l'évaluation qui m'a demandé de créer un support synthétique avec le contexte local et les enjeux liés à l'établissement. Donc ça, en dehors du PE, en dehors du CEPOM. Donc j'ai pu créer cette petite note interne que j'ai vue qui est retranscrite quasiment mot pour mot du coup dans le document de pré-rapport. Mais je pense que c'est venu étayer du coup l'ensemble de leur évaluation. Et ça a permis du coup d'illustrer de façon synthétique les enjeux qu'ils ont repris lors de la présentation finale. Voilà. Sans grande surprise, mais quand même, vous avez vu des aléas, des ajustements qui nécessitent du coup votre implication et votre présence du coup sur ces 2 jours. Au niveau des documents après. Oui, alors nous, pendant l'évaluation, pareil, hein, on a eu besoin de fournir des documents qui n'étaient pas demandés initialement, et donc on a créé avec le service informatique un dossier sur lequel on leur déversait automatiquement les documents qu'ils demandaient. On n'avait pas besoin d'imprimer. En fait, elles avaient accès directement à la base documentaire. Ouais, nous on a fait un transfert du coup à la première journée, puis à la deuxième journée. En effet, on n'avait pas fonctionné de la même façon, mais c'est très bien. Je pense qu'il faut vraiment préparer ça. Je vous disais beaucoup de documents, ça représente 52 documents entre avant, pendant et après. Voilà. Donc ça fait beaucoup, ça veut rien dire parce que si on fait 4 copies dans l'année x 3, ça fait quand même pas mal de comptes rendus, mais ça montre quand même qu'ils demandent des preuves du coup de vos actions. Au niveau du consentement pour les personnes accueillies, on en a quand même pas mal parlé ce matin. Ce que je peux vous décrire, c'est qu'on avait anticipé cette phase, bien entendu, avant les 2 jours. On a fait un travail auprès des personnes qui étaient ciblées, donc des traceurs, l'accompagnement traceurs ciblés, en fonction justement de ce que nous avait décrit la coordonnatrice de l'évaluation, avec des profils différents, des personnes qui étaient admises depuis 10 ans, d'autres il y a à peine 1 mois. Donc on a tenu aussi à varier les différents profils de handicap.
Sur cette base-là, on a défini un échantillon de 6 personnes avec une liste supplémentaire au cas où qu'on s'est gardé du coup voilà de côté, qu'on n'a pas eu besoin le jour J, mais il suffisait qu'il y avait 2-3 absents pour des retards ou X raisons. On avait quand même prévu le coup au cas où. Et la démarche a été faite par les référents qualité qui ont du coup bien sûr été associés à ce temps-là, qui ont rassemblé du coup les personnes accueillies pour leur expliquer la démarche. En tout cas avec une façon adaptée de le faire, et en leur expliquant du coup le document de consentement qui a été signé limite 1 mois ou 15 jours, 1 mois du coup avant chez nous. Voilà. L'idée, c'est que ça permet d'être au clair sur ce qui va être fait. 1 mois, c'est pas trop long ni trop pressé. Et l'idée, ça permet de faire un rappel la semaine d'avant l'évaluation au niveau des personnes accueillies, de les recevoir à nouveau et répondre du coup à leurs questionnements et les rassurer par rapport à ces entretiens. Il y a 1 mois, on est rassuré. La semaine d'avant, on l'est un peu moins. Je sais pas comment ça a été dit. Pour le domicile, donc ce sont les responsables de secteur qui sont en lien direct avec les bénéficiaires, qui ont fait les visites, qui ont fait signer les consentements, qui ont remis, on a créé des plaquettes d'infos sur le déroulement de la démarche pour les visites à domicile. Donc voilà, c'était un accompagnement un peu sur le même modèle, hein, 1 mois, pas trop loin, pas trop court, le temps de rassurer les bénéficiaires. On parlait consentement des personnes, on fait pas, bien sûr vous avez vu naturellement le parallèle avec les professionnels puisque les deux sont liés dans le process, on l'a vu ce matin, les deux sont liés dans le cadre de l'évaluation, et nous on a fait le choix aussi de cibler les professionnels en lien avec les accompagnateurs traceurs. Typiquement, une personne qui est choisie le matin même, le moniteur qui l'accompagne dans son projet de tous les jours au quotidien, c'est lui qu'on a fléché, ou l'éducateur du coup référent de son projet, qu'on a ciblé justement pour vraiment croiser, faire le parallèle aussi. Voilà. Donc c'est des choses qu'on avait pu anticiper en amont. La partie logistique, le café d'accueil, je l'ai entendu ce matin, ça m'a fait rire. Non, l'idée c'est la logistique se cale déjà en amont. J'en parlais tout à l'heure de l'entretien à 15 jours avant la visite. Tout est abordé à ce moment-là. Nous, on a vraiment listé du coup les besoins des évaluateurs et répondu du coup à leurs attentes. Une salle disponible sur les 2 jours, des bureaux individuels qu'on a mobilisés pour l'occasion, un accès du coup avec le service informatique qui avait créé du coup les accès aussi pour pouvoir leur permettre d'avoir accès aux serveurs, aux différents logiciels et aux packs qualité. Bon, il s'est avéré qu'ils n'ont pas eu le temps d'y aller, donc on a dû les sortir et les envoyer du coup via WeTransfer, puisque le planning a été un peu chamboulé. Mais c'est des choses qui doivent vraiment s'anticiper avant. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une certaine aussi intimité, un lieu intimiste où il n'y a pas forcément des cloisons, où vraiment c'est 2 lieux séparés pour pouvoir assurer les entretiens avec les personnes, les entretiens individuels de l'autre côté. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'ils demandent la question de la restauration. Nous, étant en ESAT, ça nous a permis de faire valoir le savoir-faire de l'établissement, puisqu'on a un restaurant du coup à disposition. Donc ça leur a permis aussi d'avoir un temps d'observation, on y viendra tout à l'heure, du coup, de l'accompagnement qu'on prodigue du coup sur l'établissement. Bon, c'est de la même chez nous, hein. Sauf que nous, en service à domicile, on n'a pas de restauration, donc on a prévu du repas au restaurant. Alors, on leur a demandé s'ils préféraient des plateaux repas ou des repas au restaurant, parce que ça pouvait être un temps de travail en même temps. Donc, premier jour, ça a été plateau repas, et deuxième jour, ça n'a pas été plateau repas, ça a été restaurant. Donc, on s'adapte. Ils ont eu de la chance le 2e jour. C'était une demande. Je crois que les plateaux repas n'ont pas plu. Juste petite précision, nous avons 2 évaluations au mois de janvier sur 2 SAVS, dont un service qui est vraiment extrêmement petit. Et par exemple, sur ce sujet-là, nous avons eu la problématique que les locaux ne convenaient pas. Il n'y avait pas une salle un peu plénière et une salle pour recevoir les personnes pendant que l'autre auditeur faisait de l'étude documentaire, etc. Donc vraiment, les locaux, ça ne convenait pas. Donc du coup, là, nous avons dû anticiper, travailler avec le CCAS et la mairie, etc., pour avoir un prêt de salle en proximité, pour pouvoir faire en sorte que chaque évaluateur puisse avoir un espace de travail dédié avec la personne au moment en fonction du planning que nous sommes en train d'établir. Donc juste effectivement ne pas hésiter à anticiper cette question-là, parce que les questions logistiques, le jour même, ça prend vite beaucoup de place.
Les temps d'observation, l'organisation des visites du coup à domicile. Donc pour ce qui me concerne, les temps d'observation, ça a été le temps lors du temps d'accueil. En fait, on a eu une première réunion lors de l'arrivée avec les référents qualité et le directeur technique pour pouvoir se présenter et échanger du coup sur la méthode de travail sur ces 2 jours-là. Et juste après, on a fait la visite comme c'est prévu dans le programme. Hein. Ce temps-là dure facilement 1h30. Alors les AT est assez étendu avec les différentes activités. Mais il vaut mieux passer 1h30 sur la visite parce que c'est du temps gagné aussi bien pour vous que pour eux, pour l'ensemble de l'évaluation. C'est là où ils apprécient vraiment les accompagnements qui sont prodigués et on voit aussi lors de cet échange, je l'avais aussi j'avais demandé lors de l'entretien au préalable leur profil aussi aux 2 évaluateurs pour pouvoir m'adapter aussi au discours auprès d'eux. Concrètement, c'était 2 évaluateurs qui connaissaient pas le secteur travail, donc je dis pas que ça change l'évaluation. Par contre, moi notamment dans le cadre de la visite, ça a changé ma présentation puisque je me suis aussi adapté du coup à leur langage et en expliquant davantage, en mettant peut-être plus de temps, mais du coup en prenant le temps d'expliquer comme il faut ce qu'on fait, nos missions, notre offre de service et les tendances aussi des enjeux de demain. Voilà. Donc le temps d'observation, c'était vraiment le temps de visite qui est essentiel et qui est important. Ça reste un moment stratégique des 2 côtés. Pour ce qui est de nos foyers, pour le coup, dans le planning, on avait établi des temps d'observation d'activité. Donc, ils ont vraiment eu des temps. Et sur d'autres ESAT, où on a des équipes externalisées, on a organisé les repas. Donc, en l'occurrence, c'est une équipe qui va travailler sur un McDo. Donc, ils ont mangé au McDo, ils ont pu observer comme ça les personnes accompagnées dans leur travail. Sur le domicile, c'était l'intervention d'une prise en charge sur un créneau qui avait été déterminé, où on a fait en sorte d'adapter l'intervention de l'auxiliaire de vie, la mettre en situation pour qu'elle puisse être évaluée par rapport aux critères. Donc c'était sur le domicile. Et puis donc il y a eu l'observation des lieux, les affichages obligatoires, la base documentaire, inspection de tout quoi quand même. Hein. Tout. Inspection visuelle, oui. C'est vrai qu'on voit qu'ils sont quand même attentifs à ce qu'on dit, mais tout en observant aussi leur environnement. Ils sont là pour ça, on le sait, mais je vous dis, c'est quand même un moment stratégique. Les rencontres et entretiens, on va dire le cœur un petit peu de l'évaluation. Ce que je peux vous dire par rapport au premier thème, le planning, c'est que ça n'a pas été respecté, puisque les évaluateurs ont mis beaucoup plus de temps à faire les entretiens que prévu. Alors, de ce que j'avais été briefé au départ, ça arrive très régulièrement. Là, la première journée, ils avaient quand même 1h30 de retard sur les entretiens qui ont duré 1h30 de plus. Donc ça, vous imaginez décaler le reste de la journée, donc il a fallu décaler certaines choses. Je dis ça pour les AT, c'est un peu plus facile pour moi de l'organiser avec l'équipe. Vous êtes en EHPAD ou sur un H24, c'est un peu plus difficile, donc il faut l'avoir quand même aussi en tête. Au niveau des entretiens, donc toujours individuels et collectifs, les entretiens individuels se font seuls, c'est quelque chose qui nous avait été aussi rappelé, où il y a du coup l'évaluateur et les personnes accueillies. On avait exprimé du coup la demande initialement de, justement, pour rebondir à ce qu'on disait, d'avoir un professionnel pour rassurer certaines personnes qui en ressentaient le besoin et qui l'avaient exprimé. Il s'est avéré qu'on nous a dit non, on préfère vraiment la dualité sur les entretiens. Par contre, si en effet, dans la bienveillance qui va de mise, on pourra associer le professionnel si la personne vraiment est bloquée ou si ça met à mal du coup l'entretien. Voilà. Il s'est avéré que les évaluateurs étaient pleinement disponibles et voilà adaptés aussi par rapport à leur discours. Donc tous les entretiens ont été réalisés comme prévu en individuel et les entretiens collectifs, c'est ce qui a duré le plus longtemps par rapport à ce qui était prévu. Ils ont dépassé justement parce qu'il y a eu pas mal d'échanges avec les professionnels sur les prestations d'accompagnement. Donc c'est vrai que c'est difficile de réduire les professionnels, je pense, sur ce type d'échange, alors que les évaluateurs ont besoin de se nourrir par rapport à ça. Au niveau du CVS, il y a eu du coup l'entretien aussi avec les familles et administrateurs. Qui est un peu mitigé, après on verra sur les points d'amélioration. Il s'est avéré que le référentiel n'est pas forcément adapté à notre public sur cette partie-là, par rapport aux enjeux de l'instant du CVS qui, nous, est en train d'évoluer au niveau des ESAT et qui se retrouve pas, du coup, dans le référentiel HAS d'aujourd'hui. Donc, il y a pu avoir des échanges un peu frustrants des deux côtés, puisque les évaluateurs ne comprenaient pas les retours, donc ils ont mis pas mal de critères, du coup, RI, réponse inadaptée, sans mettre non concerné, du coup, pour autant. Concernant les auxiliaires de vie, donc elles ont été
un peu auditionnés à l'issue de leurs interventions auprès des bénéficiaires, mais très légèrement. Et après, ça a été des entretiens collectifs sur une équipe dont participaient les personnes qui sont allées à domicile. Voilà. Mais bon, ça a été... Ouais. Juste une précision, effectivement, en termes de temps passé, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Le temps passé avec les équipes est extrêmement conséquent et finalement beaucoup plus conséquent que le temps passé avec la gouvernance et que le temps documentaire. Donc bien sûr ils croisent tout, ils se partagent quoi, là en tout cas sur le SAD, mais c'est vrai que on sentait que la volonté c'était vraiment de creuser auprès des équipes la réalité de ce qu'il y avait dans les documents, dans ce que disaient les personnes, etc. Il y avait vraiment cette volonté de voir voilà la réalité des accompagnements qui étaient évoqués. Et pour faire le lien à ce que notre collègue de la page exprime, du coup, au niveau de la gouvernance, on n'en a pas parlé tout à l'heure, les entretiens de gouvernance, on s'était posé la question, qui est la gouvernance, du coup, dans l'institution? Donc, on était parti avec Dorine, notamment, qui nous a aidé à préparer l'auto-évaluation, de faire direction et responsable qualité. Or, lors de l'échange avec la coordonnatrice et les évaluateurs, on a fait le choix, et ça, bien sûr, ça a été validé, d'associer les référents de qualité, qui sont la coordonnatrice de parcours du coup et l'ETS, l'éducateur technique spécialisé, de se greffer au temps de gouvernance, puisque pour moi en tout cas ils font partie de l'équipe de gouvernance sur la démarche qualité et ça me paraissait important de les associer. On y reviendra sur la parole des professionnels, c'est quelque chose qui a été aussi apprécié, c'est-à-dire que la démarche qualité, c'est pas uniquement une démarche de direction, c'est une démarche aussi participative et collégiale, où nous, on a nos responsabilités en tant que direction, certes, et on le sait tous ici. Malgré tout, sur ce type d'échange, ça marque le coup, c'est une démarche qui se fait tous les 5 ans comme une évaluation, donc plus on embrigade avec nous nos référents de qualité, plus ça marque, et plus ça fédère aussi autour de la démarche qualité de l'établissement. Le compte rendu de la fin de visite, du coup, l'organisme qui nous a évalué proposait de base dans leur planning une restitution à l'issue des 2 jours. C'est un événement qui était fortement apprécié, que moi, on a vraiment pris plaisir du coup à avoir ce type de retour, puisqu'ils nous ont fait sous forme d'un diaporama une présentation succincte en fait du pré-rapport qui va nous être adressé. Ça veut dire qu'en 2 jours, ils ont pu coter les critères, faire leur appréciation et nous faire un retour à chaud justement de l'ensemble de ces 2 journées. C'est un temps assez complice et qu'il faut se saisir puisque ça a permis de faire des échanges et de voir à l'issue des 2 jours où on est un peu stressé et paniqué, on attend de savoir comment ça va se passer, ça permet aussi d'être rassuré et les évaluateurs sont quand même assez bienveillants avec les équipes notamment pour faire le retour justement de leur démarche, que ça soit sur des points d'amélioration, sur des points positifs qui peuvent légèrement accentuer vraiment accentuer les points, les étoiles par exemple qu'on a pu avoir qui ont vraiment été relevées, et ensuite aborder les critères impératifs, non pas sur le fait vous êtes mauvais, vous avez 8 critères impératifs, mais dire voilà les points d'amélioration et sur votre type d'établissement, c'est des choses qu'on peut observer sur d'autres établissements similaires, d'autres associations. Donc c'est vraiment une démarche plutôt bienveillante avec un compte rendu qui permet à l'issue des 2 jours de savoir où on se situe. Et concrètement, on n'a pas de surprise. Ce qui est le but aussi, c'est d'ailleurs de pas découvrir des choses à l'issue des 2 jours, puisque l'idée c'est qu'on connaît aussi notre établissement, on connaît du coup les démarches qui sont engagées. Donc ça vient surtout conforter ce qu'on fait bien et qui est appuyé par un organisme extérieur. Et après, ça permet de pointer les points d'amélioration qui sont déjà connus, mais qui sont étayés du coup par leur analyse. Juste une différence sur les 2 organismes. On a un organisme qui nous fait un bilan à l'oral et un organisme qui nous fait un PowerPoint vraiment avec les points forts et les critères impératifs qui seraient en deçà de 4. Le rapport avec PowerPoint est très apprécié et aidant aussi après pour reprendre les choses en équipe. Que l'oral, on prend chacun ce qu'on veut, ce qu'on peut. Donc voilà la différence. Bon, mais nous, on a eu la chance d'avoir un PowerPoint, donc c'était très parlant, c'est vrai. Hein, au bout de 2 jours, très intense, et ça permet de redescendre. Et en fait, oui, on se rend compte qu'on fait quelque chose de bien. C'est ce qui ressort en fait des évaluateurs, c'est le côté il y a le côté négatif, mais il y a quand même ce côté positif où nous on a eu la chance peut-être de tomber sur des évaluateurs qui étaient accompagnants et qui étaient porteurs, qui étaient bienveillants.
C'est tout ce qu'on attend de la nouvelle démarche par rapport à l'évaluation interne et l'évaluation externe qu'on avait vécu jusque-là, puisque moi, sur l'établissement que je dirige, du coup, il y avait un fort historique par rapport à des démarches plus anciennes qui avaient été mal vécues par les professionnels. Donc, il y avait aussi ce contexte un peu pesant en termes de climat social, justement, d'accueillir cette nouvelle évaluation. Et c'est quelque chose qui a pu être balayé, justement, grâce à ces 2 jours. Après, j'ai juste fait un petit laïus sur la partie compte rendu de fin de visite, puisqu'on est plusieurs directions aujourd'hui. L'idée, pour moi, je pense que le mot-clé, je sais pas comment l'ont vécu nos collègues de la page, c'est le mot transparence. C'est-à-dire que du moment où on contacte la première coordonnatrice ou les évaluateurs, c'est de jouer la transparence du coup avec eux et de jouer carte sur table sur notre fonctionnement, sur la manière de fonctionner et, comme on le disait tout à l'heure, de s'adapter aussi à leurs demandes par rapport au planning, même s'il y a des ajustements, c'est de faire preuve du coup d'une réelle souplesse. Et moi, ce que j'ai pu en percevoir de cette démarche, c'est que ça apporte aussi un souffle un peu nouveau sur la démarche qualité, notamment sur l'établissement où on a justement un agrément unique avec 2 finesses différents, un CEPOM récent mélangé à un PE global avec une évaluation interne globale de 2017. En fait, on s'y retrouve pas forcément avec l'ensemble de ces millefeuilles. Aujourd'hui, on a un plan directeur qui est structuré avec une évaluation qui concerne l'établissement où les professionnels, les personnes accueillies ont été associés dès le début et pendant la visite. Donc c'est aussi un levier finalement managérial. Et il faut vraiment l'organiser, l'impliquer et pas la subir comme on pourrait parfois comme là aujourd'hui se dire ce matin quand on découvre la démarche, qu'est-ce que ça va être encore cette démarche et comment ça va se passer. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment nous en position de management l'adopter de cette façon-là parce que sinon ça peut mal se passer inutilement. Du coup, on s'est rapproché des professionnels pour savoir ce qu'ils pensaient, comment ils avaient vécu cette évaluation, et ça leur a permis de mettre en avant des points qu'ils ont appréciés, des points que eux verraient plutôt dans une amélioration. On a recueilli leur verbatim. Ils ont trouvé, je vous laisse prendre connaissance des verbatim. Ce qui est ressorti, c'est des évaluateurs bienveillants. Vraiment, cette bienveillance est ressortie dans tous nos établissements, avec une connaissance du secteur médico-social un peu pondérée. Je pondérais un peu sur les ESAT. Je pense que les évaluateurs étaient moins au fait des ESAT, du fonctionnement des ESAT et des évolutions des ESAT, des évolutions actuelles. Ils ont aussi remonté les échanges qui étaient appréciés. Vraiment, ils se sont sentis écoutés. C'était aussi dans la construction. Enfin, il y a des choses que je pense qu'ils ont compris aussi quand c'était dit par les évaluateurs ou comment c'était présenté par les évaluateurs. Ce dont on parlait tout à l'heure, le retour à chaud, qui est intéressant, qu'ils participent à cette dernière séance, ce dernier bilan, c'est fortement apprécié aussi par les professionnels. Ils ont noté quelques points d'amélioration, un manque de clarté. Donc, il faut savoir que pour un de nos 2 organismes, le document de consentement est fourni par cet organisme. Et ça, c'est compliqué pour les professionnels d'expliquer aux personnes accompagnées à quoi sert ce document. Donc ça, voilà, il y a des choses comme ça qui vont trouver un peu moins claires. Une des personnes nous a fait remonter qu'elle aurait aimé plus d'entretiens individuels. C'est vrai qu'il y a des entretiens collectifs et que du coup, si on est un peu timide pour faire sa place, c'est plus compliqué. Qu'en entretien individuel, elle s'est sentie plus à même d'expliquer. Et les questions qui parfois sont redondantes. Donc il faut savoir que nous, dans l'auto-évaluation, on l'a traité pas par chapitre, mais par thématique. Donc du coup, on a un peu enlevé cette redondance, mais du coup, le référentiel, il est fait comme ça. Et pour peu qu'il y ait une personne qui va participer à la gouvernance, mais aussi à la réunion d'équipe ou en entretien, on retrouve effectivement les mêmes questions. Alors pour nous, le stade de la page, donc c'était un retour global positif. En fait, la démarche a permis à l'encadrement et aux équipes de sortir la tête du guidon, de prendre un peu de hauteur et de faire une analyse, de savoir comment on travaille et comment on le fait, et si on le fait bien ou si les informations passent. Et ça a vraiment donné une dynamique aussi bien sur site que les auxiliaires de vie à domicile, à une dynamique d'avoir envie de faire les choses et de participer.
C'est vrai que le travail préparatoire a été nécessaire, donc ça a permis la communication, la transmission des informations, quelles étaient les attendus, comment ça allait se passer, et tout ça, ça a créé vraiment une dynamique d'équipe qui a été portée par un des responsables de secteur qui est rentré à fond dans la démarche et qui a amené tout le monde avec lui sur les rails pour arriver à cette évaluation. Voilà, et en fait, ça fait une valorisation du travail effectué que les professionnels sur nos métiers souvent n'ont pas conscience surtout par rapport au rapport qui arrive à l'échéance, enfin à la fin. Et c'est vraiment valorisant parce que c'est vraiment de la reconnaissance pour les personnels une fois que ce travail a été fait, que l'analyse a été faite et que le résultat est rendu. Voilà, et peut-être juste pour conclure sur ce point, effectivement, je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que nous, on a vraiment constaté, en fait, clairement, nous, le délai était très court pour se faire auditer. Le SAD, on va dire que la démarche qualité était endormie. Voilà, au mieux. Donc, il y a eu un très, très gros travail de fait par les équipes, par les responsables de secteur, par l'équipe de direction, par l'accompagnement du siège. Mais du coup, autant cette démarche est arrivée par le prisme de la contrainte, autant on a vraiment constaté que ça a permis de, comme disait Madame l'Espagne, à la fois de faire le petit pas de côté, de se reposer sur certains sujets qui sont noyés dans les réalités du quotidien. Et effectivement, ça a permis les professionnels se sont pris au jeu. Ça a animé les réunions d'équipe. Un responsable de secteur vraiment s'est révélé dans l'animation de cette dynamique qualité. Et ça vit et c'est extrêmement positif puisque aujourd'hui, on n'est pas 3 ans après, mais en tout cas vraiment, ça a permis de redynamiser cette démarche et c'est porté. Et les prochaines démarches sont appréhendées beaucoup plus favorablement. Voilà, oui, c'est le dernier slide. De toute façon, je pense que c'est probablement des choses qui ont déjà été dites. Donc effectivement, les critères impératifs, ça reste un focus particulier pendant toute la démarche de l'audit, que ce soit dans le cadre de l'auto-évaluation, du référentiel, ça a été beaucoup abordé. Dans le cadre des documents demandés en amont, il y a quand même beaucoup de documents qui concernent spécifiquement les critères impératifs. Dans le cadre des échanges avec l'équipe d'évaluation, l'investigation peut être plus poussée en termes de vérification de preuves, de demandes documentaires. Dès que quelque chose est abordé sur ces thématiques-là, ils vont dire est-ce que vous avez la traçabilité, est-ce que vous avez les comptes rendus, est-ce qu'on peut voir un dossier, donc vraiment c'est quelque chose qui est assez poussé. Et effectivement, dans le rapport de fin d'audit que nous avons eu avec PowerPoint à l'appui, le focus a été également mis sur ces critères impératifs. On voit que c'est vraiment un fil rouge quand même, notamment dans le cadre de toute la démarche d'audit. Voilà. Un tout grand merci. Je ressens pas du tout le besoin de répéter. C'était ni synthétisé.